Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour ma souris. Ma souris, ah oui. Hier, elle avait un masque de souris. J'avais le masque de... Mais je crois qu'Anne Jouan... Vous l'avez vu J'avais une tête de souris, absolument. Ça a beaucoup fait rire mes amis et ma famille. Ah, vos filles, ça a plu à vos filles? Voilà, absolument. Anne Jouan, bonjour. Vous êtes notre invitée aujourd'hui. Vous êtes journaliste indépendante. Vous collaborez à différents journaux, en particulier à Paris Match. Vous avez entre autres révélé l'affaire Hulot, plus récemment le charnier des dons des corps à l'école Paris Descartes. Et puis vous avez révélé l'ampleur du scandale du Mediator à l'époque où vous étiez au Figaro. Vous publiez La santé en bande organisée aux éditions Robert Laffont. Le sous-titre, c'est Dissimulation, menaces et barbouzerie, le monde du médicament et ses arrangements entre amis. Alors, on n'est pas une émission santé, on n'est pas dans l'émission Actu, on est dans l'émission média. Et ce qui m'intéresse dans votre livre, c'est que vous racontez, au-delà de dévoiler l'intérieur, je vais commencer l'émission maintenant, dévoiler de l'intérieur la façon dont fonctionne l'Agence française du médicament, vous racontez aussi le fonctionnement d'un journaliste avec ses sources, et le professeur Richer, Christian Richer, avec qui vous avez coécrit ce livre, est l'une de vos sources. Et puis vous racontez aussi les petites compromissions de certains journalistes. Donc on va en parler avec vous dans un instant. Gilles, journaliste et médicaments, c'est un sujet qui intéresse nos auditeurs. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Anne, Valérie, les premiers mobilisés russes sont arrivés dans leur campement et c'est la douche froide, juste des planches pour dormir, rien d'autre, et des conseils du comité d'accueil glaçant. Prenez des sacs de couchage avec vous. Vous dormirez où vous pourrez. Donc des sacs de couchage, des tapis de voyage et des rechanges, tout le monde comprend? Tout devrait être à vous. Tout ce que l'armée va vous donner, ce sont vos uniformes et votre armure. Il n'y a rien d'autre que l'on vous donnera. Bon, et ne riez pas, mais demandez à vos femmes, à vos copines, des protections hygiéniques, les serviettes et les tampons les moins chers. Vous savez à quoi ils vous serviront? À arrêter les saignements. Vous le mettez directement dans la plaie et ça y est, le tampon va gonfler et fermera la plaie. On a appris ça pendant la guerre de Tchétchénie. Tampon hygiénique dans les plaies. Ah, vous n'aviez pas entendu cet extrait? Non. Et donc, sous-entendu, vous allez quand même vous prendre des balles, donc prenez des tampons, parce qu'ils n'ont plus de bandes, vous savez, pour faire des garrots. Ils n'ont plus de bandes à garrots. Donc voilà un peu cet extrait qui a fait beaucoup parler dans les médias hier. Toujours hier, dans C'est à vous, Gabriel Attal s'en est pris aux médias et en particulier à la télévision qui a contribué à diffuser les messages de l'avocat Fabrice Divisio. On n'est pas loin du sujet des médicaments. Surtout qu'il était dans le Mediator au début. Oui, il était dans le Mediator Il défendait qui? Il était avocat de médecin. Et il plaidait la liberté de prescrire déjà en 2010. Donc les médecins pouvaient prescrire du Mediator. Mais Divisio, il est spécialiste du retournement de veste, puisque je vous rappelle quand même qu'il avait dénoncé Didier Raoult au Conseil de l'Ordre avant de demander à devenir son avocat. Et à l'époque, il avait fait la publicité du Mediator. Non, pas la publicité, mais il défendait des médecins qui voulaient continuer à le prescrire. Qui l'ont finalement mis dehors. Eh bien, hier, Gabriel Attal donc s'en est pris aux médias qui, pour lui, donne corps à son personnage et à ses propos. Il y a les charlatans de la médecine, il y a aussi les charlatans du droit. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans le rappel que vous avez fait, c'est de voir un certain nombre de médias, de radios, de télévisions qui lui ont donné une tribune. Voilà, parce qu'on parle beaucoup, on regarde beaucoup les réseaux sociaux. Parfois, certains médias ont aussi un phénomène d'accélération en donnant une tribune et en légitimant quelque part certains personnages qui ensuite gagnent de l'influence sur les réseaux sociaux. Il y a le côté vu à la télé, s'il est passé sur un plateau, c'est quelque part que il est crédible. Souvent, c'est les mêmes qui disent par ailleurs que ceux qu'on voit à la télé disent n'importe quoi, mais je passe. Donc voilà, oui, je pense que c'était important qu'il puisse y avoir ces sanctions. Maintenant, je pense pas que ça l'empêchera de continuer à raconter n'importe quoi à peu près partout. Alors, juste avant, pour être honnête, Valérie, il y a eu des extraits dans lesquels il y avait une interview d'Arthur Delaborde, qui n'est plus là depuis un an, qui avait en interview Fabrice Divisio. C'est simple de mettre Sud Radio, mais j'ai regardé Fabrice Divisio, il a fait Europe 1, il a fait RTL, il a fait plein d'émissions, et comme par hasard... Vous voulez dire que France 5 a passé un extrait de Divisio sur Sud Radio pour accentuer... Et CNews aussi. Et CNews, voilà, pour dire qu'il est reçu que par les radios
radio et télé fascistes. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est un peu facile à faire, et en allant chercher une vieille archive de plus d'un an de Sud Radio, le procédé était un peu malhonnête. C'est d'autant plus facile que Gabriel Attal reprend les mêmes éléments de langage que ceux de Olivier Véran, à l'époque ministre de la Santé, puisque Olivier Véran a dit récemment exactement la même chose que ce que dit Olivier. En fait, si tous ces complotistes existent, c'est la faute des méchants médias. Mais il faut quand même rappeler qu'au printemps 2020, qui va visiter Didier Raoult à l'IHU à Marseille, c'est Emmanuel Macron. Oui, non mais... et bim. Bim. Et bim. C'est factuel. Mais Divisio était hier chez Cyril Hanouna. Exactement. Et évidemment, un truc qui arrive rarement en télé, Cyril Hanouna, qui a été visé indirectement par Gabriel Attal, eh bien, il a répondu, puisque C'est à vous est en direct, mais évidemment, TPMP est aussi en direct. C'est très rare qu'on réponde dans les 2 minutes. Il a répondu au ministre du Budget. Il sera toujours invité, Fabrice Divisio et les autres. Ici, c'est un espace de liberté. Il y a toujours des contradicteurs, il y a toujours de la contradiction. Et au contraire, c'est le débat qui fait avancer. La politique, c'est le débat. Fabrice Divisio, il représente un courant de pensée. Bah oui. Il représente un courant de pensée de nombreux Français. Donc nous, on l'invite sur le plateau. Et on continuera à inviter des gens qui ont toutes les pensées sur ce plateau. Mais là, je vous le dis, on invite autant des gens du gouvernement, on aura Gérald Darmanin. Voilà, Gérald Darmanin qui sera jeudi prochain, je crois que c'est jeudi, dans Face à Baba. Ça risque d'être une émission qui va faire le buzz. Un mot quand même sur le cirque de Divisio hier qui a été repris par certains médias. Je sais que vous l'aimez pas trop. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer, c'est qu'il va sur une place, il est convoqué au barreau, à la maison du barreau, et il dit regardez tous les CRS qui sont là pour moi, pour m'empêcher de parler. Il y a juste un procès contre des terroristes et que ces policiers, ces CRS sont là depuis des mois et tout ça est pris pour argent comptant et c'est absolument lamentable, c'est tout. Après, c'est pas une question de l'aimer ou de pas l'aimer. Voilà. Non, mais aujourd'hui, l'info n'est fait que par Twitter et c'est l'info jamais vérifiée, jamais construite et c'est le buzz qui a pris la place sur l'info. Allez. On continue, encore une polémique de la NUP qui a unique but de faire du buzz, mais ça marche, puisque je vous en parle ce matin, ils ont bien raison. La décision donc de la gauche de refuser de jouer un match qui est caritatif, je trouve qu'on n'a pas assez précisé que c'est un match caritatif de football de l'Assemblée nationale où joueraient des membres du RN, comme le disait Benjamin Saint-Tulle sur CNews, qui était de la NUP et qui ne veut pas jouer. Le sujet, c'est est-ce que nous représentons l'équipe de France des parlementaires? La réponse est que nous sommes un certain nombre à considérer que la politique, ça peut être sérieux et que même si on ne se prend pas au sérieux lorsqu'on utilise des biais de communication comme la question du football, on considère néanmoins que jouer, être ensemble, ça veut dire crédibiliser, renforcer la place de ces parlementaires. Et si je ne conteste en rien le fait qu'ils puissent participer, charge à ceux qui sont en responsabilité de décider si oui ou non ils veulent porter le même maillot. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas envie, qu'il n'est pas souhaitable de porter le même maillot. J'espère qu'on verra Benjamin Saint-Tulle contre le Qatar et aussi défendre et s'opposer au match au Qatar, puisqu'il a Benjamin Saint-Tulle, celui qui vient de parler. Oui, mais c'est qui? C'est un député de la gauche. Je rappelle qu'il y a plus de députés Rassemblement National que de députés de la NUP et qu'il y a des gens qui les ont élus démocratiquement. Donc on l'a évoqué, nous, dans l'émission Débat. Allez, on va avoir une information plus heureuse dans mon zapping. Elle était le chat. Hier alors c'était pas la souris, mais hier dans Masked Singer. Est-ce que vous avez regardé, Valérie? Vous étiez de sortie hier? J'étais pas de sortie, mais je regardais pas ça. Bah, bravo. Et qui était le chat? Une vedette internationale. Vous n'avez pas suivi ça? Tori Spelling. Tori Spelling de la série Beverly Hills. Ça vous parle, Anne-Joie? Tori Spelling, et oui, elle jouait Donna Martin, vous vous souvenez, Donna Martin. Eh ben, elle a repris Price Tag de Jessie J. Bon. Elle a pris elle avait un peu vieilli, j'ai trouvé. Comme nous tous. Oui, allez, petite pause et on se retrouve avec Anne Jouan, journaliste d'investigation, pour parler de son livre La santé en bande organisée, dissimulation, menaces et barbouzerie, le monde du médicament et ses arrangements entre amis, et surtout la façon dont une journaliste travaille, comment fonctionne un journaliste avec ses sources. À tout de suite. Sud Radio Média
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Anne Jouan, journaliste d'investigation, journaliste indépendante. Vous avez travaillé 20 ans au Figaro. Vous avez entre autres révélé l'affaire du Mediator, la santé en bande organisée, dissimulation, menaces et barbouzerie, le monde du médicament et ses arrangements entre amis est paru chez Robert Laffont. C'est un livre événement, c'est un livre coup de poing puisque vous racontez de l'intérieur les dysfonctionnements de l'agence du médicament. Je rappelle que l'agence du médicament est censée assurer la sécurité sanitaire, mais on découvre qu'elle est plus préoccupée par sa propre survie, par des petites combines avec l'industrie pharmaceutique. C'est un livre tout à fait fascinant qui se lit comme un polar. Vous serez demain chez Patrick Roger pour en parler, pour parler du fond. Mais ce qui est passionnant dans votre livre, que vous avez donc coécrit avec le professeur Christian Richer, qui lui-même était à l'agence pharmacologue, médecin, président de la Commission nationale de pharmacovigilance. Il a également été membre de la commission d'autorisation de mise sur le marché à l'agence du médicament. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont vous avez travaillé avec le professeur Richer, qui était Monsieur Rungis, surnommé Monsieur Rungis, puisque vous avez des sources. Quand on est journaliste, on a des sources. Quand on fait une enquête, vous avez Gorge Profonde, Madame Papy. Je salue d'ailleurs Gorge Profonde, Gorge Profonde qui nous écoute, ainsi que Madame Papy et tous les autres. Voilà, et tous les autres. Ils sont. Et donc c'est une émission média. Donc je voulais que vous nous parliez de ce travail de journaliste et de la manière dont vous travaillez avec vos sources, justement, avec les gens. Mais en fait, le travail avec les sources, c'est un travail d'approche, un peu comme quand vous voulez approcher, je dirais, un animal sauvage. Des fois, vous approchez l'animal sauvage et il vient manger dans le jardin une fois par jour, une fois par semaine. Puis il y en a certains qui s'installent, qui finissent par dormir dans le garage. Et puis c'est un peu la même chose avec les sources. Plus sérieusement, le professeur Richer était surnommé Monsieur Rungis au Figaro. Alors pourquoi ? Parce qu'il allait faire les courses dans le journalisme. Quand on ramène des informations, on dit qu'on va faire les courses. Donc Monsieur Rungis allait faire les courses à l'agence. Mais il n'est pas le seul à parler dans ce livre. Ouais. Je pense que c'est important que nos auditeurs comprennent. À la fin du livre, il y a 5 autres sources, salariés de l'agence, qui racontent pourquoi ils ont parlé, pourquoi ils ont été des informateurs. Et ils expliquent qu'en fait, ils l'ont été parce que cette agence dysfonctionne. Elle n'arrive plus à assurer la sécurité des Français en matière de médicaments aujourd'hui. Et certaines racontent, je pense à l'exemple de cette directrice scientifique qui, l'hiver dernier, propose, lors d'une réunion de direction, d'aller rendre hommage au père de l'homéopathie sur sa tombe au Père-Lachaise. On parle quand même de la directrice scientifique de l'Agence française du médicament, alors que l'homéopathie n'est plus remboursée, puisque tout le monde sait que ça ne sert strictement à rien, propose d'aller rendre hommage à son créateur. Il y a d'autres exemples. Il y a l'exemple... Oui, pardon. Il y a l'exemple de Didier Raoult, dont on parlait tout à l'heure. L'agence du médicament a un rôle de gendarme, c'est-à-dire que elle doit, quand elle a des suspicions sur la façon dont sont menés des essais cliniques, se rendre sur place, frapper à la porte, exactement comme les gendarmes lors d'une perquisition, et dire montrez-nous vos protocoles d'essai, montrez-nous vos patients, montrez-nous ce qu'ils prennent, etc. Elle a été capable de le faire lors de l'essai clinique du professeur Joyeux dans une abbaye, vous vous souvenez ? Donc là, pourquoi ne le fait-elle pas ? Et un directeur de l'agence nous le dit. Elle ne l'a pas fait en l'hiver 2020, alors que tout le monde savait qu'il y avait des problèmes à l'IHU et même des problèmes depuis plusieurs années, on le sait maintenant. Elle ne le fait pas parce qu'elle était tétanisée. Pour des raisons politiques. Et par quoi, oui, c'est ça. Elle était tétanisée parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Emmanuel Macron, comme on l'a dit tout à l'heure, rend visite au professeur Raoult à l'IHU à cette date, que le professeur Raoult n'a de cesse de mettre en avant ses connexions politiques, Philippe Douste-Blazy, Renaud Muselier, mais aussi Dominique Marin-Ninky, l'ancien directeur de l'agence, et quand il écrit au patron de l'agence de l'époque, il lui dit mais votre prédécesseur, mais il était vachement plus sympa que vous. Donc l'agence, par trouille, par incompétence, par manque de courage, n'est pas allée à l'IHU en février 2020 et n'a donc pas assuré la sécurité des patients, ceux qui étaient enrôlés dans ces essais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si elle l'avait fait, aujourd'hui, en septembre 2022, on n'en serait plus à discuter si la Terre est plate, si l'hydroxychloroquine marche. Non
non, l'hydroxychloroquine ne marche pas. Oui, c'est dangereux pour la santé de ceux qui la prennent et ça ne soigne absolument pas du Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces atermoiements ont des conséquences en matière de santé publique que l'on paye encore aujourd'hui. Et ça, ce sont d'autres sources que Christian Richer qui le raconte à la fin. Mais au-delà de cette histoire, quel est l'intérêt de notre agence nationale de mettre sur le marché des médicaments qui sont dangereux ? Dans la logique. Puisque c'est une société d'État, donc elle est protégée par l'État. Déjà, l'agence ne met plus n'autorise plus des médicaments, puisque c'est l'agence européenne depuis 1995. Quel est son intérêt aujourd'hui? Elle le fait plus. Mais quel était son intérêt avant? Elle en avait pas. Hein. C'est l'intérêt, c'est les relations, c'est ce que vous racontez, c'est les relations, c'est ne pas froisser, on peut peut-être s'arranger, c'est l'emploi, c'est beaucoup de choses. Vous rendez hommage à Étienne Moujotte, patron du Figaro, qui vous a toujours soutenu et pourtant son frère travaillait pour Servier. Vous, pour le coup, au Figaro, n'avez jamais été censuré malgré des pressions politiques. Et c'est ce qui est intéressant dans votre livre, sont les pressions que vous avez subies. Ah oui, en fait, ce qu'on voulait montrer dans ce livre, c'est que les choses sont plus compliquées que ce qu'on pense. C'est-à-dire que non, les gens ne sont pas tous pourris. Il y a des gens courageux qui s'élèvent et qui s'érigent pour lutter contre un système. On le voit avec tous ces gens qui parlent dans le livre. Et dans les médias, les choses ne sont jamais si simples. Le Figaro avait tout pour que l'histoire Mediator, je parle de l'histoire journalistique du Mediator, puisque c'est Irène Frachon qui réussit à faire interdire, à force de combat, ce médicament qu'on rappelle qui ne servait à rien, pour lequel il existait des alternatives et qui était remboursé au taux maximal de la sécurité sociale, quand même, parenthèse. C'est là où est l'intérêt aussi, parfois, il y a un intérêt financier pour les labos à maintenir... Et donc, le Figaro avait à sa tête directeur de rédaction Étienne Moujotte. Le frère d'Étienne Moujotte était directeur financier de Servier. Je rappelle que Étienne Moujotte, c'est un secret pour personne, était très proche de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait été avocat d'affaires de Jacques Servier, avocat personnel de Jacques Servier. Donc tout était réuni pour que Mediator ne sorte journalistiquement pas dans le Figaro. Et Moujotte a toujours soutenu effectivement ces enquêtes. Je me souviens d'une chef de service qui allait régulièrement le voir le matin avant le comité, comme on fait, vous savez, pour qu'un papier ne passe pas. On va voir le patron avant en lui disant si tu pouvais un peu le trapper, ce serait bien. Moujotte ne l'a jamais fait, mais ce genre de comportement n'était pas à l'apanage du Figaro. Non, je veux dire, c'était le cas. Ce que vous racontez d'autres journaux. C'est le cas dans d'autres journaux. Je pense à 2 quotidiens et la question est simple: est-ce normal, sain, que quand on est journaliste sciences médecine dans un quotidien, on soit ami avec le directeur de l'agence du médicament avec lequel on signe des livres? Est-ce que quand on est journaliste sciences médecine dans un quotidien, il est normal et sain de signer un livre avec un ancien ministre de la Santé, je pense en l'occurrence à Bernard Kouchner? Est-ce qu'il est normal de ne pas le dire à ses lecteurs? De dire quoi? De dire que... Parce que vous signez votre livre avec un médecin aussi. Oui, mais enfin lui met son nom, moi aussi. Est-ce que... il ne cache pas, voilà. C'est les relations en fait entre certains journalistes qui sont racontés dans ce livre. Quand vous faites un papier 2 jours après un papier du Figaro qui met en cause certaines personnalités et que en fait vous défendez vous dans votre journal 2 jours plus tard une personne avec laquelle vous avez écrit un livre et avec laquelle vous êtes ami, sans pour autant préciser à vos lecteurs, 1, que vous êtes ami, 2, que vous avez écrit un livre. Moi, je ne suis pas ami avec le professeur Richer. On se vous voit toujours 11 ans après et on s'est vu 2 fois au cours de l'écriture de ce livre. Qu'est-ce qui fait qu'une source accepte de parler et comment vous l'approchez? Vous faisiez la comparaison avec un petit animal, c'est-à-dire qu'il faut tomber sur le professeur Richer. Donc, comment le journaliste travaille pour trouver cette première source? Et je rajouterais, comment être sûr qu'il ne vous utilise pas, vous, en tant que journaliste, pour se venger d'une situation ou le fait d'avoir été viré ou autre. Comme le dit un copain du Canard enchaîné, les sources, c'est comme la Légion étrangère, on s'en fout de ce qu'elles ont fait avant. Évidemment que les gens ont des intérêts, évidemment qu'il y a toujours des histoires. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Donc quand quelqu'un vient me voir parce qu'il a quelque chose à me dire, ou plus régulièrement, ça se passe en vrai comme ça, c'est vous qui approchez les gens, et c'est pour ça que j'utilisais cette image très mauvaise du petit animal sauvage. En fait, c'est à vous d'abord de l'écouter. On n'est pas dans la croyance, on est dans les faits et dans la preuve, et vous leur demandez des documents. C'est pour ça que le journalisme est une science si délicate.
On n'est pas là pour s'aimer, on n'est pas là pour avoir des amis, on est là pour avoir des faits et pour avoir des preuves. Vous n'avez pas eu de plainte suite à la publication de ce livre, parce que tous les noms sont cités dans le livre? Non, alors il y a une seule réaction de l'Agence du médicament, c'est envoyer un mail interne à tous ses salariés pour dire que suite à la parution de ce livre, elle pensait que ça pouvait être difficile pour certains et que donc elle proposait des groupes de parole. Mais j'observe que quand nous racontons que la directrice scientifique de l'agence propose de rendre hommage au père de l'homéopathie, l'agence ne répond pas et ne fait pas de démenti. Que quand le professeur Richer raconte qu'il a été approché pour retarder la suppression d'un herbicide toxique, donc on parle d'herbicide à l'agence du médicament, l'agence ne répond pas. Que quand une responsable importante de l'agence lui demande de modifier un rapport qui permettrait de mettre sur le marché un médicament causant des morts, l'agence ne répond pas. Donc non seulement il n'y a pas eu de plainte, mais il n'y a pas non plus eu de réaction pour contredire, mais il n'y a pas non plus eu de réaction des ministres de tutelle, à savoir le ministre de la Santé. Parce que il y a scandale quand même un scandale de santé. Une des sources de la fin du livre, qui est salarié de l'agence, parle d'omerta nationale. Donc, est-ce que François Braun a quelque chose à dire à nos concitoyens, nouveau ministre de la Santé, sur le fait que leur sécurité en matière des médicaments en France n'est plus assurée aujourd'hui? Dernière question, est-ce que les journalistes sont achetés par les laboratoires ou par cette agence? Alors, acheter, c'est un bien grand mot, par l'agence. Après, ça dépend ce que vous appelez acheter. Si le fait d'être ami, comme on l'a dit tout à l'heure, pour certains journalistes, et de co-signer des livres, pour moi, relève d'une certaine forme d'achat, finalement. Je pense pas qu'il soit sain d'être journaliste plus de 4-5 ans dans un service, comme ça se fait d'ailleurs dans certains pays, je pense au Japon, où les journalistes changent de service tous les 4-5 ans. Mais pour moi, être ami avec un ancien directeur de l'agence ou un ancien ministre de la Santé et co-signer des livres avec lui sans que les lecteurs fait que c'est plus compliqué d'être objectif sur quand se présentent des scandales sanitaires. Vous racontez aussi les pressions. Servier n'a pas réagi. Les pressions que vous avez subies, vous citez les noms de Lucie Vincent, entre autres, qui vous appelle le jour où vous accouchez pour vous demander comment va votre bébé. Donc ça va jusque-là, ça va dans... Oui, ou quand je lui dis que je vais revenir de congé maternité, Lucie Vincent, à l'époque porte-parole de Servier, me dit on peut s'arranger. Oui. La santé en bande sûrement une boutade. Santé en bande organisée, dissimulation, menaces et barbouzerie. C'est chez Robert Laffont. Anne Jouan, professeur Christian Richer, merci d'être venu. Et la suite chez Patrick Roger. Patrick Roger demain. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.